Café européen. Café européen qui est consacré au thème d'une géopolitique de la Slovénie. Je remercie Laurent Assine, notre conférencier, qui est géographe, chercheur associé au laboratoire Pléiade de l'Université Paris-Nord et qui anime un blog sur les frontières. Et il vient de publier un ouvrage dont vous trouverez le lien, qui porte le nom du thème de sa conférence, une géopolitique de la Slovénie. Et l'idée, c'est de présenter les enjeux politiques de ce pays qui, comme vous le savez, préside l'Union européenne au cours de ce semestre, qui correspond également au 30e anniversaire de l'indépendance de la Slovénie, dans un contexte de défiance du gouvernement slovène actuel face à la construction européenne. Donc, Monsieur Assine, eh bien, je vous donne la parole et votre exposé sera bien sûr suivi de questions auxquelles vous répondrez bien volontiers. À vous. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité dans un format qui est un petit peu particulier puisqu'on est toujours sur Zoom à cause de cette pandémie. Avant attendez, voilà, que je vous retrouve. Avant de commencer, je voulais vous dire que effectivement, j'anime un blog sur les frontières. Moi, je travaille sur la Slovénie et sur les frontières. Et l'année prochaine, à Paris, alors ce n'est pas Angers, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui vont à Paris de temps en temps, j'organise des cafés géopolitiques et je vais organiser un festival de géopolitique l'année prochaine à Paris. Alors, je vous mets, comme je ne vous vois pas du tout, je vous mets en fait un topo que je mets au début de chaque conférence avec mon mail, et les personnes qui sont intéressées pour éventuellement participer au festival l'année prochaine ou au café géopolitique, ou si vous connaissez des gens, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous voyez, je l'ai mis là sur le chat. Vous pouvez m'envoyer un mail après la conférence ou pendant. Alors, la Slovénie, c'est une ancienne république yougoslave qui a obtenu son indépendance pour la première fois en 1991. C'est un des très rares pays d'Europe qui a obtenu son indépendance pour la première fois en 1991, parce que des autres républiques yougoslaves, là, comme la Croatie, la Serbie, elles avaient déjà connu, elles avaient déjà réussi à obtenir leur indépendance par le passé. Et l'indépendance de la Slovénie en juin 1991 a été un changement complet pour la carte de l'ex-Yougoslavie et aussi pour la carte de l'Europe, puisque c'était la première fois depuis 1945 qu'il y avait un changement territorial en Europe, à part les indépendances de Chypre et de Malte en 1960. La Slovénie, c'est un pays qui est mal connu en France, et pourtant qui n'est pas loin. Je vous parlais de Paris tout à l'heure, il y a 1h20 d'avion entre Paris et Ljubljana, la capitale. Il m'est arrivé, moi, parfois, de passer la journée à Paris et puis de m'envoler le soir et de dormir à Ljubljana. Donc, on n'est pas sur un territoire qu'on se représente comme lointain, comme par exemple beaucoup d'États d'Europe centrale ou orientale, comme les Pays-Baltes ou même des parties orientales de l'Europe. La Slovénie, c'est frontalier avec l'Italie à l'ouest, l'Autriche au nord, la Hongrie à l'est et la Croatie au sud. Quand on est à Ljubljana, on est à 3 heures de route de Venise. Donc, on n'est pas du tout dans ce qu'on appelait auparavant les pays de l'Est, qui faisaient partie du pacte de Varsovie, avec une Europe qui était, disons, inféodée à l'Union soviétique et sous-développée. La Yougoslavie, vous savez, a eu son propre, c'est un État communiste, mais a eu son propre parcours qui était basé à la fois sur une forme de décentralisation très relative du pouvoir, la prédominance du Parti communiste et surtout la constitution en différentes républiques qui étaient pour autant des nationalités. La Yougoslavie avait un fonctionnement tout à fait qui fonctionnait de manière multiethnique, et les Slovènes ont été indépendants que depuis 1991, mais ils n'ont pas existé à partir de 1991. Ils sont véritablement le produit du développement national qui existe depuis le XVIe siècle. On sait que les premières tribus slaves qui sont arrivées en Europe remontaient au VIe siècle, et puis les Slovènes ont commencé à se distinguer des autres Slaves avec l'usage de leur langue. D'abord, au moment de la réforme de Luther, où un certain nombre d'ecclésiastiques slovènes ne se sont pas reconnus dans l'Église catholique romaine et sont partis en Bavière
pour participer à la réforme. Et de là, un certain nombre d'ecclésiastiques comme Primož Trubar, par exemple, ont commencé à écrire et à traduire des textes dans une langue slovène qui était une langue nécessairement paysanne, mais qui s'est donc resté à l'écrit à ce moment-là. Et puis l'autre grand personnage qu'on évoque généralement pour l'influence de la langue slovène et l'affermissement de la nation slovène, c'est Franz Prešeren. Je peux vous écrire les deux noms qui sont vraiment des noms très importants en Slovénie. Donc Primož Trubar, c'est un ecclésiastique du XVIe siècle qui a notamment traduit le Nouveau Testament. Et Franz Prešeren, c'est le grand poète slovène de la première moitié du XIXe siècle. C'est le symbole national de la Slovénie. Il a donné une partie de ses œuvres, une de ses poésies, c'est un poète, une de ses poésies a donné l'hymne national slovène à l'heure actuelle, Zdravljica. Zdravljica, c'est le toast. Je vous l'ai écrit puisque c'est du slovène. Et sa statue est dans le centre de Ljubljana. Si vous êtes déjà allé à Ljubljana, vous savez que le monument national en Slovénie, ça n'est pas un guerrier, ça n'est pas le récit d'une bataille, c'est un poète. C'est assez, d'ailleurs, à l'image du pays, très tranquille, peut-être trop tranquille, d'où le fait que la Slovénie soit finalement assez peu connue. Et puis, il y a eu le printemps des peuples de 1848 avec l'affirmation des nationalités. La Slovénie, pour sa grande partie du territoire, faisait partie de l'empire, enfin, du territoire autrichien depuis la fin du XIIIe siècle. Et elle est restée jusqu'en 1918, à l'exception de l'extrême est du territoire qui appartenait à la Hongrie et du littoral qui appartenait à la République de Venise jusqu'en 1797 et qui, de par son architecture, quand en Slovénie, on le voit très nettement avec une architecture vénitienne. Et c'est dans ce contexte qu'en fait la Slovénie a acquis son indépendance en 1991. Les Slovènes parlaient déjà leur langue, c'était une des 3 langues officielle de l'ex-Yougoslavie, c'est une langue slave qui n'est pas très différente du serbo-croate, mais les Slovènes, lorsqu'ils parlent leur langue à Belgrade, par exemple, ou à Zagreb, d'après les Croates et les Serbes, ne sont pas toujours bien compris. En revanche, les Slovènes arrivent à comprendre plus facilement les Croates et les Serbes. Ce sont un petit peu, si vous voulez, comme entre les Espagnols et les Portugais, il y a un côté où on comprend mieux que de l'autre. Et j'ai oublié de vous dire aussi, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez au fur et à mesure. C'est plus simple d'y répondre au fur et à mesure que dans le laps de temps où je fais la présentation, parce qu'après, on perd le fil. Donc, la Slovénie, comme vous l'avez dit en présentation, préside actuellement l'Union européenne. Nous sommes en 2021, donc ça fait 30 ans que la Slovénie est indépendante. On a célébré le 25 juin dernier l'indépendance du pays. Et les Slovènes président pour la seconde fois l'Union européenne. La première fois, c'était en premier semestre 2008. Et là, donc, au cours de ce second semestre de cette année 2021, c'est de nouveau le cas. Et c'est le même Premier ministre qui est au pouvoir, c'est-à-dire Janez Janša, je vais vous écrire son nom. Alors malheureusement, je n'ai pas la fonction sur cet ordinateur des lettres slovènes, mais vous savez qu'en slovène, il y a des C et des S où il y a des accents à l'envers, un peu comme des accents circonflexes à l'envers, et on prononce ch, donc ça fait Janez Janša. Et Janša, c'est un homme politique qui appartient à ce qu'on appelle la droite conservatrice, qui est peut-être le seul véritable homme politique en Slovénie qui s'inscrit sur la durée depuis l'indépendance. L'indépendance, elle a été obtenue d'assez haute lutte par les Slovènes en 1991, à la suite d'un processus qui sera un petit peu long à expliquer, mais si on veut le résumer grossièrement, on pourrait dire qu'à partir de la mort de Tito en 1980, qui a dirigé la Yougoslavie d'une main de fer, il y a eu petit à petit une dégradation du pouvoir fédéral au profit du pouvoir de chacune des républiques. Et dans les années 80, sur fond de crise économique, le pouvoir de chacune des républiques a pris le dessus sur le pouvoir de la fédération yougoslave, qui était constituée de républiques.
Et en 1987 a été élu quelqu'un que vous connaissez de nom, qui s'appelle Slobodan Milosevic. Milosevic, il n'a pas été, donc c'est pareil, il y a des S et des C avec des accents en moins. Slobodan Milosevic, il n'a pas été élu président de la Yougoslavie, il a été président de la Serbie en 1987. Il y avait un président yougoslave, il y avait un premier ministre yougoslave, mais il y avait un président également dans chacune des républiques. Et Milosevic, en fait, a voulu assez rapidement, il n'était pas le seul en Serbie, réunir au sein du même État serbe toutes les populations serbes. Le problème, c'est qu'il y en a qui vivent en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, et que donc réunir toutes les populations des Serbes de l'ex-Yougoslavie suppose deux choses. Soit que les Croates et les Bosniaques soient d'accord pour céder une partie de leur territoire pour faire un grand État serbe, soit, comme vous vous en doutez, ils ne sont pas d'accord, et à ce moment-là, ça implique un risque de conflit armé. Milosevic, qui était à la tête de la Serbie c'était 8 millions d'habitants à peu près sur les 22 millions que comptaient les Yougoslavies, alors que les Slovènes n'étaient que 2 millions, mais les Slovènes produisaient pour 20% du PIB yougoslave. Donc, au fur et à mesure des années 80, l'idée s'est diffusée en Slovénie que pour produire 1/5 de la richesse yougoslave, et alors que les Slovènes ne constituaient que 8% de la population yougoslave, il fallait à tout le moins qu'ils puissent disposer de leur marge de manœuvre et de répondre aux préoccupations de la société civile, qui était un développement d'un certain nombre de libertés collectives et individuelles auxquelles ils aspiraient. Et Milosevic a voulu garder le contrôle des opérations, n'a pas voulu réformer la Yougoslavie. Il avait un poids décisif puisque la Serbie était la république la plus importante de Yougoslavie et d'autre part, le commandement de l'armée fédérale yougoslave était serbe. Donc, évidemment, le président de la Serbie donnait une tonalité très forte à l'évolution de la situation. Et les Slovènes ne l'ont pas accepté. Ils ont voulu mettre en place une société plus démocratique et ils ont organisé des élections libres dès avril 1990 avec l'élection de leur propre président de la République qui s'appelle Milan Kučan. Donc là encore, il y a un C avec un accent, Milan Kučan, qui vit toujours. Il a 80 ans à peu près. Et Kučan était ce qu'on appelait un communiste réformateur, c'est-à-dire que il a fait sa carrière politique dans le moule communiste. De toute façon, Yougoslavie, il n'y a pas trop de choix, mais il a bien compris qu'il fallait démocratiser la société yougoslave. La Yougoslavie, c'est un cas très intéressant parce que c'est peut-être un des très rares États dans le monde où on a parlé de réelle démocratie dans le cadre d'un régime communiste. Alors, on n'a jamais vu ce que ça aurait donné à l'œuvre si la Yougoslavie avait continué à perdurer, mais il y avait des personnes en Yougoslavie qui avaient la sincérité de penser que communisme et démocratie n'étaient pas antinomiques. Et Kučan était donc élu le 9 avril 1990 président, et il y a un gouvernement qui est élu également, qui a l'essentiel du pouvoir, mais qui n'est pas de son bord politique, qui est une grande coalition nationale qu'on appelle le Demos et qui regroupe un grand éventail de partis politiques qui va des Verts, il y avait déjà quelques Verts, qui ne sont plus tellement présents d'ailleurs maintenant en Slovénie, jusqu'à la droite la plus conservatrice. C'est en gros le Demos, une coalition de droite. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a un communiste, une droite conservatrice, et il s'associe évidemment pour peser et pour unifier la nation slovène derrière des revendications unitaires qui visent à s'opposer à la Serbie de Milosevic. Il y a un référendum qui est organisé le 23 décembre 1990 qui dit très clairement que si dans un délai de 6 mois, la Yougoslavie ne prend pas une tournure plus démocratique, les Slovènes pourront prendre le choix de l'indépendance. La constitution yougoslave leur donnait le droit. Donc, ça n'était pas un acte illégal de se déclarer indépendant, simplement, c'est une mesure qui avait été introduite par Tito en 1974 lors de la dernière réforme de la constitution yougoslave. Et sous Tito, personne ne pensait que la Yougoslavie pouvait imploser. Mais il l'avait fait parce qu'il y avait déjà des tensions entre différentes républiques, alors pas avec la Slovénie, mais notamment entre la Serbie et la Croatie. Et je fais des digressions, mais tout s'explique. En Bosnie-Herzégovine, si vous êtes déjà allé en Bosnie-Herzégovine, vous savez qu'il y a 3 nationalités. Il y a les Serbes, il y a les Croates. Les Serbes représentent à peu près 25% de la population, les Croates à peu près 15-20%. Et il y a une 3e nationalité qui a été inventée à la fin des années 60, qu'on appelle les musulmans. Les musulmans avec un M majuscule, c'est-à-dire c'est
une nationalité, ça n'est pas un fait religieux. Et je vais être un peu provocateur parce que ça n'arrive quasiment jamais, mais dans l'absolu, on pourrait très bien avoir des musulmans bosnie-herzégovine qui ne soient pas musulmans. Hein. C'est-à-dire que le musulman, c'est celui qui est ni serbe ni croate, même si dans la quasi-totalité, majorité des cas, il est musulman. Et c'est aussi très original que dans un pays communiste qui niait le fait religieux, on donne pour le nom d'une nationalité le nom d'une religion. Alors, j'en reviens à la Slovénie pour bien vous montrer en fait que les tensions n'ont pas commencé en 1990 et même à la mort de Tito. Simplement, elles étaient mises sous le tapis. Et 6 mois après, donc la tournure des négociations avec la Fédération yougoslave et la Serbie n'a pas évolué. Et la Slovénie se déclare indépendante le 25 juin 1991. La Croatie, d'ailleurs, l'a devancée de quelques heures, car les Croates, sentant effectivement que la Yougoslavie, ces dernières heures, avait organisé son propre référendum en mai 1991, le 19 mai, sans que les Serbes y participent, qui représentaient quand même 20% de la population en Croatie. Donc les Croates se déclarent indépendants, les Serbes aussi. Le Vatican reconnaît tout de suite l'indépendance de ces pays, hein, puisque ce sont des pays catholiques, au contraire des républiques du sud de l'ex-Yougoslavie qui sont orthodoxes ou musulmanes dans le cas d'une partie de la Bosnie-Herzégovine et de la province du Kosovo. Et les Slovènes donc, se retrouvent dans le grand vide. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis ne sont pas d'accord au début pour l'indépendance slovène. Et puis les choses s'accélèrent. Il y a le soir du discours de la proclamation d'indépendance, le 25 juin, cette phrase de Milan Kucan qui veut tout dire. Vous pourrez aller sur YouTube pour la voir, elle est en slovène, mais enfin, elle est souvent traduite en anglais. Ce soir, nous pouvons rêver, demain sera un autre jour. Et il ne pensait pas si bien dire, puisque dès le lendemain, l'armée fédérale yougoslave intervient. Hein, elle intervient pour essayer de faire rentrer la Slovénie dans le rang, notamment en intervenant aux postes frontières. Les Slovènes se sont appropriés les postes frontières pour mettre des panneaux Republika Slovenia au lieu des panneaux d'entrain Yougoslavie. Il y a une guerre qui dure une dizaine de jours, qui fait à peu près 100 morts. Donc, ce n'est pas non plus une indépendance qui s'est faite sans risque. Et la Slovénie, ensuite, il y a un accord qui est signé dans les îles de Brioni, qui sont au large de l'Istrie, en Croatie, où en fait les Serbes acceptent l'idée, enfin l'armée fédérale yougoslave, mais c'était pour ainsi dire les Serbes, acceptent l'idée de se retirer de la fédération de la Slovénie dans un délai de 3 mois, ce qui veut dire que de facto la Slovénie obtenait son indépendance. Le problème, c'est que pour la Slovénie, sur le plan politique, elle était tout à fait inconnue et elle a voulu donc se diriger vers l'Union européenne. Et la présidence européenne actuelle slovène que nous vivons, elle est très importante pour les Slovènes parce qu'il y a 30 ans, la Slovénie n'était pas véritablement reconnue à l'échelle mondiale, même à l'échelle européenne. Elle a tout fait pour rentrer dans l'Union européenne pour se différencier du reste des Balkans, qui est assimilé à des représentations plutôt négatives, une transition politique qui est loin d'être achevée, une situation économique qui est extrêmement dégradée. Il faut savoir quand même que le salaire moyen à Belgrade, même encore aujourd'hui, est de 250 € par mois. Et ce qui n'empêche pas que ce soit une ville extraordinairement agréable. Et sur le plan du respect des droits de l'homme, évidemment, la Slovénie voulait se distancer des guerres balkaniques qu'on a vues dans les années 90, que ce soit en Bosnie-Herzégovine, en Croatie ou au Kosovo. Et pour ce faire, alors c'est ce que j'explique dans le livre, elle a essayé de se présenter comme un territoire alpin, ce qui est vrai, puisque une grande partie du territoire slovène est alpin. Simplement, dans nos perceptions de l'espace yougoslave, on voyait la Yougoslavie surtout comme un État balkanique, ce qu'elle est incontestablement, mais il faut quand même savoir que le plus haut sommet même de Yougoslavie et dans les Alpes slovènes, c'est le mont Triglav, je peux vous l'écrire ici, qui veut dire littéralement 3 têtes. Glava, c'est la tête, Triglav, 3 têtes, qui culmine à 2864 mètres dans les Alpes juliennes et qui, pour un pays balkanique, se trouvait quand même ce plus haut sommet dans les Alpes. Si vous voulez, pour faire assez clair, les Alpes slovènes, les Alpes commencent en France, dans la région de Grenoble, et se termine en Slovénie. Bon.
Alors, la montagne, c'est un élément qui est très important dans les représentations de la nation slovène. D'abord, si vous regardez bien, sur le drapeau slovène, il y a une montagne. Il y a une montagne, c'est le seul pays au monde avec le Népal où on représente, on n'est pas la même tenue, on fait la forme du pays sur leur drapeau. Et je vais vous montrer un lien. Alors ça, c'est un lien qui est extrait du blog que j'anime. Hein. Je vous donnerai le lien plus tard si les frontières vous intéressent. Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat. Vous pouvez l'ouvrir parce je vais en discuter avec vous maintenant. Ce lien, en fait, ces photos ont été prises à la frontière entre l'Italie, l'Autriche et la Slovénie, qui est le seul point de contact en Europe qui donne à la fois sur un pays slave, la Slovénie, un pays germanique, l'Autriche, un pays italien, latin, l'Italie. Si vous prenez ces trois pays, ils appartiennent aux trois groupes de langues qui correspondent quasiment à tout l'espace linguistique européen. C'est pour vous dire, si vous voulez, l'importance des montagnes dans cette partie de la Slovénie. La Slovénie, c'est un pays qui s'est façonné avec la montagne, parce que l'Autriche est aussi un pays montagneux et qu'elle a occupé une grande partie de son histoire, parce qu'elle a sur son territoire un grand nombre de dialectes qui sont d'autant plus vivaces dans les territoires montagneux. Et c'est par exemple un pays où, si on n'a pas de voiture, il est assez difficile de circuler, justement à cause d'une topographie qui n'est pas très avantageuse. Et vous voyez sur ces photos qu'on est ici sur des paysages véritablement alpins, avec des pics saillants qui n'ont pas tellement rapport avec le type de paysage qu'on peut voir dans le reste de la Yougoslavie, où on a des vallées qui sont plus étroites et des altitudes qui sont beaucoup moins prononcées. La question d'ailleurs du relief a été un argument pour les Occidentaux de ne pas intervenir dans les guerres balkaniques en estimant que les montagnes rendaient difficile une intervention au sol d'une armée européenne ou américaine. Bon. Et les Slovènes, dans les années 90, se sont présentés comme étant du côté ensoleillé des Alpes. C'était vraiment leur logo. Il y a eu deux expressions pour se rapporter à la Slovénie. La première, c'était du côté ensoleillé des Alpes, ce qui n'est pas très gentil pour les Autrichiens. Et la seconde, c'était la Suisse des Balkans. Alors, la Slovénie n'a pas la diversité linguistique de la Suisse. Et puis, je viens de vous montrer que son caractère balkanique était pour le moins à nuancer. Alors, est-ce que ce drapeau a été créé après l'indépendance ? Il y avait un drapeau slovène du temps de la Yougoslavie, mais évidemment qui avait sa petite étoile rouge du communisme. Et à l'indépendance, quand on a enlevé l'étoile rouge, il ne restait plus que le drapeau avec les trois couleurs bleu, blanc, rouge, qui était le même que le drapeau russe. Alors, pour le différencier du drapeau russe, il a fallu lui mettre un écusson. Cet écusson, il représente en fait trois éléments. Outre le Triglav, il y a aussi des petites vagues sur l'écusson qui représentent la mer Adriatique, car la Slovénie est un État qui a 46 km de côte, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que l'Autriche, la Hongrie ou la République tchèque, par exemple, et donc ça lui donne un accès direct à la mer Adriatique, ce qui génère aussi un certain nombre de problèmes avec la Croatie sur la définition de sa frontière maritime. Et puis, les trois étoiles jaunes, qui sont en haut de l'écusson, représentent un mythe historique, le mythe des comtes de Tselié. Tselié, c'est une ville qui est à mi-chemin entre Ljubljana et Maribor, hein, dans la région de la Styrie, et qui, en fait, représente un épisode mythique de l'histoire slovène, d'une dernière famille qui, à faute d'héritier, dû quitter le territoire. Il n'y a pas eu d'héritier à Tselié au XIVe siècle, et donc ce territoire est tombé. C'était le dernier territoire à tomber dans les mains des Autrichiens. C'est difficile pour un pays qui est pour la première fois indépendant aussi de se trouver des symboles nationaux, car
il y a une tendance à vouloir en créer très rapidement et de manière un peu parfois exagérée. La Slovénie a une histoire longue de 500 ans, avec le développement de la langue et puis ensuite du fait national au XIXe siècle. Mais un pays comme la Macédoine, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Skopje. À Skopje, il y a 11 ans, c'était le centre de la vieille ville yougoslave, qui était tout tranquille, avec un vieux quartier turc. Et le gouvernement macédonien, depuis 10 ans, a transformé le centre-ville de Skopje en construisant plein de bâtiments liés à l'Antiquité, pour montrer que les Macédoniens, les premiers, c'était eux et pas les Grecs. Et c'est une reconstitution, mais dans des proportions que même la Corée du Nord ne peut pas rivaliser. Il faut que vous regardiez des photos de Skopje, c'est absolument étonnant. La Slovénie, elle n'en est pas là, elle a trouvé sa propre manière de créer ses symboles nationaux. Bon, je suis désolé, il y a l'horloge qui est en train de... Elle va faire 7 coups et elle va les faire encore après. Puisque je suis dans les montagnes, je voudrais vous montrer également ce lien qui est très lié à ce que je suis en train de vous dire sur la chaîne des Karavanke qui marque la frontière avec l'Autriche. Les pays de montagne sont souvent des pays où les populations ont tendance à se replier un peu sur elles-mêmes. La Slovénie, c'est un pays qui n'a pas la diversité ethnique des autres ex-républiques yougoslaves, même si ça a changé pas mal, puisque moi j'ai travaillé sur ma thèse il y a 15 ans sur les populations issues des autres ex-républiques yougoslaves qui vivent en Slovénie, et j'ai montré dedans que la réalité des rapports, de l'intégration des autres populations, c'est-à-dire les Serbes, les Croates, les musulmans de Bosnie, les Albanais du Kosovo, ne sont pas si simples et qu'on n'est pas dans un pays où la différence est toujours bien acceptée. Elle l'est par beaucoup, notamment dans les villes, dans les milieux urbains, mais les campagnes sont encore très, très timorées. Et ça m'en fait venir à la situation politique actuelle en Slovénie, puisque bon, vous savez qu'il y a un gouvernement qui est conservateur, qui est dirigé par Janez Janša. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la première présidence européenne de Janez Janša, qui était pro-européen à l'époque et qui avait des positions malgré tout très conservatrices sur les faits de société, sur notamment l'acceptation de ces populations issues des autres ex-républiques yougoslaves. Il était ministre de la Défense au moment de l'indépendance et donc il est perçu par une grande part des Slovènes, par une partie des Slovènes, disons, comme peut-être le défenseur de la première heure de l'État slovène. Mais il a un parcours qui est très chaotique. Il a été d'abord maoïste, et puis journaliste dans un journal très à gauche qui s'appelle Mladina, qui existe toujours, un hebdomadaire. Il a fait sa rentrée en politique. Il a fait de la prison du temps de la Yougoslavie parce qu'il a été arrêté par l'armée fédérale yougoslave au terme d'un procès où il était soupçonné d'avoir découvert des projets de coup d'État pour mettre fin au pouvoir réformateur à la fin des années 80 qui existait alors en Slovénie. Et il était très populaire en Slovénie à ce moment-là avec 3 autres personnes. Leur procès a été véritablement monté en épingle dans les médias. Et il a fait de la prison du temps de la Yougoslavie, mais dans une forme de dissidence pour des libertés. Et puis, il s'est engagé ensuite en politique où il a pris tout de suite le côté de la droite conservatrice, c'est-à-dire anticommuniste. Je rappelle qu'il était maoïste au départ. Et il s'est surtout construit sur l'anticommunisme. La Slovénie a été à gauche de 1992 à 2004. Il y a eu une première transition politique en 2004 et c'est justement Janša qui avait gagné les élections. Cette première alternance politique, elle a duré jusqu'en 2008, puisqu'il a perdu celle de 2008. La gauche est revenue au pouvoir jusqu'en 2011. Et depuis 2011, il y a eu plusieurs élections législatives anticipées. Il y a une déstabilisation de la politique en Slovénie. Et Janša est finalement la seule personnalité qui traverse les années
à la tête d'un parti politique, le SDS, la droite très conservatrice, qui est très solidement implanté dans les campagnes et qui adopte un discours de plus en plus à droite. Il était déjà très à droite, son discours, dans les années 2000, puisque j'avais travaillé pendant ma thèse sur un certain nombre d'affaires ethniques où il avait pris des options sans ambiguïté. Mais à l'époque, il faisait partie véritablement de ce qu'on appelle le PPE, la droite conservatrice et européenne. Depuis plusieurs années, un peu sur les traces de Viktor Orban, mais il y a beaucoup de différences entre les deux, il cherche justement à remettre en cause un certain nombre d'acquis de l'Union européenne, mais sa position ne représente pas la position de la majorité des Slovènes. Janša fait entre 20 et 25% des voix aux élections législatives, qui sont les plus importantes, puisque c'est un système parlementaire. Le président de la République existe, mais il a un pouvoir largement symbolique. Et il fait jamais plus, jamais moins. Le système électoral slovène, c'est la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire qu'en fait, le pourcentage de voix se retrouve directement à l'Assemblée nationale. Donc, il y a toujours besoin d'une coalition pour former un gouvernement. Et bien qu'il ait gagné, par exemple, les dernières élections législatives en 2018, il n'avait pas été capable de former un gouvernement parce qu'il est devenu tellement clivant en Slovénie que très peu de partis politiques veulent s'associer avec lui. Or, quand il fait 20% des voix, il a 21-22 députés au Parlement, il en faut 45 pour avoir la majorité. 46 même, puisqu'il y a 90 députés. Et c'est souvent difficile d'arriver aux 46. Et c'est celui qui est arrivé deuxième, qui avait fait 2 fois moins de voix que lui, 12% des voix, le maire d'une petite ville de Kamnik, qui est devenu Premier ministre. Et son gouvernement a été très fragile, évidemment. Il est tombé. Et Janša arrive au pouvoir au moment où la pandémie a commencé. Je vous donne juste 3-4 choses, 3-4 de ses faits d'armes pour vous donner un petit peu le tempo. Le 15 mai 2020, il a déclaré officiellement la fin de la pandémie en Slovénie. Lors de l'élection présidentielle américaine, il a félicité par tweet la réélection de Donald Trump. Et il publie plus de 100 tweets par jour. Il y a des jours où il en publie plus de 100, c'est-à-dire qu'on parle en Slovénie du maréchal Tito, une contraction de Trump et de Tito. Mais en fait, il en publie beaucoup plus et beaucoup plus vulgaires que Trump. C'est-à-dire c'est des fois des insultes contre les journalistes, contre les femmes. Il a supprimé les financements pour les journalistes, notamment de l'agence nationale STA. Et après, il répond aussi à un certain nombre de préoccupations actuelles en Europe sur les questions d'immigration, sur les questions de multiculturalisme que les autres partis politiques considèrent comme des acquis dans une population, dans des populations même, qui en doutent de plus en plus. Donc, si vous voulez, il y a à la fois un côté très conservateur et puis de l'autre côté des questions qui sont soulevées qui mériteraient d'autres réponses que simplement si on n'est pas d'accord, eh bien on ne peut pas suivre le débat. Alors, je vais vous envoyer un autre lien parce qu'on ne peut pas comprendre la politique slovène actuelle si... attendez, j'ai fait une mauvaise manip. Si on ne fait pas référence un peu à l'histoire. Chez nous, les débats politiques, ils tournent beaucoup autour des débats économiques ou même maintenant de plus en plus sociétaux. Mais ce lien que je viens de vous envoyer, c'est le tunnel qui est situé au col du Lubeil entre l'Autriche et la Slovénie. C'est un paysage de montagne très majestueux. Ce tunnel était construit par des prisonniers du camp de Mauthausen qui a délocalisé, si on peut dire, une partie du camp. Beaucoup d'ailleurs de prisonniers français ont été envoyés pour construire ce tunnel afin de faciliter les relations entre l'Autriche, qui appartenait au Reich allemand depuis 1938, et la Slovénie, qui était, vous l'admettrez, bien mal située entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, et qui, dès 1941, au début de la guerre, a été partagée entre
l'Italie à l'ouest, le Reich allemand au nord et la Hongrie même à l'extrême est. Et il y a eu une société slovène très divisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des Slovènes qui se sont opposés à l'occupation, qu'elle soit italienne ou allemande. Il y a eu des Slovènes qui se sont opposés au nazisme. Il y a des Slovènes qui étaient opposés au nazisme, mais aussi aux communistes, avec les partisans de Tito qui essayaient de reprendre les territoires. Il y a eu évidemment des communistes de la première heure. La société slovène s'est complètement divisée, scindée, entretuée. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de prisonniers, de personnes qui ont fui, soit parce qu'elles étaient anticommunistes et qu'elles avaient peur évidemment de vivre dans la Yougoslavie post-45, soit parce qu'elles avaient collaboré et elles avaient d'autres raisons d'avoir peur, soit parce qu'elles tout simplement elles n'avaient pas envie de vivre dans un régime qui apparaissait comme totalitaire. Et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont donc retrouvées du côté autrichien. Et vous savez que l'Autriche a été divisée en 4 parties, comme l'Allemagne après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont les Britanniques qui étaient à la tête de cette région qu'on appelle la Carmintie. Et les Britanniques n'ont pas voulu de ces réfugiés. Et ils les ont renvoyés en Yougoslavie, ce qui a signifié pour beaucoup une exécution rapide. Et ce sont comme ça des dizaines de milliers de personnes qui ont été exécutées. Beaucoup l'ont été en Slovénie. C'était souvent des Croates, mais beaucoup l'ont été en Slovénie, notamment dans la région de Kočevje, je peux vous décrire le nom, qui était une région peuplée par des Allemands jusqu'en 1945 et qui a ensuite été repeuplée de communistes. C'est pour ça que lorsqu'on fait une étude un peu fine des résultats électoraux en Slovénie jusqu'en 2004, ce sont toujours des grands fiefs communistes, cette région de Kočevje. Et ces histoires de massacres post-Seconde Guerre mondiale, elles sont évidemment restées complètement silencieuses après la fin du temps de la Yougoslavie, et elles ont ressurgi au moment de l'indépendance slovène. La droite slovène, les conservateurs accusant les communistes de crimes de guerre post-Seconde Guerre mondiale, et les communistes accusant évidemment ceux de la droite d'avoir collaboré avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et tous ces débats historiques, qui pour nous sont finalement assez loin, sont extrêmement présents dans la société slovène parce que finalement ils sont assez récents au regard des 30 années de l'indépendance depuis 1991. Et regardez par exemple tout ce que l'on parle de la guerre d'Algérie, que la plupart d'entre nous n'avons pas connu, en tout cas pas à un âge très, très élevé. Et ce sont des débats qui pourtant existent depuis plus de 50 ans, plus de 60 ans, dans une société démocratique. Alors, vous voyez avec quelle vitesse ils peuvent venir dans la sphère politique, alors que les historiens eux-mêmes sont toujours à la recherche. Par exemple, on n'a pas identifié tous les endroits où il y a eu des exécutions de masse. On sait qu'il y en a eu beaucoup autour de Kočevje. On ne sait pas entre 15 et 100 000 personnes qui auraient pu être exécutées sur le territoire slovène après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce sont des débats qui sont extrêmement sensibles et qui empoisonnent la vie politique slovène. Je vous ai parlé tout à l'heure des migrations. Vous savez qu'il y a quelques années, la Slovénie a vu passer sur son territoire des centaines de milliers de personnes qui venaient du Moyen-Orient, puisque une fois que la Hongrie a fermé sa frontière, c'est la Slovénie où on rentrait dans l'espace Schengen, puisque la Slovénie fait partie de la zone euro de l'espace Schengen. Et là, le lien que je viens de vous envoyer, il se trouve à la frontière entre la Slovénie et la Croatie, le long de la rivière Kolpa, qui auparavant est une toute petite rivière anonyme du centre de la Yougoslavie, et qui là devient une rivière front, d'une certaine manière. Et c'est un gouvernement social-démocrate qui a construit cette barrière. Ce n'est pas un gouvernement de la droite ou encore moins d'extrême droite. C'est des barbelés sur une douzaine de kilomètres. Et là, vous en avez encore une autre. Alors, vous avez les portes qui s'ouvrent du côté slovène. Et c'est une zone qui est en même temps assez touristique à l'échelle slovène. Et qui sont tout à fait un signal négatif, si on peut dire,
par rapport à l'ouverture que représentaient les frontières européennes. La Croatie, elle, de l'autre côté, fait partie de l'Union européenne, mais pas de l'espace Schengen. Et donc, en Slovénie, il n'y a aucun réfugié ou migrant qui a transité sur le territoire. Je vous rappelle qu'un réfugié, c'est une personne qui fuit son pays. Le migrant, c'est une personne tout simplement qui va travailler et qui n'a pas de notion de légalité ou d'illégalité. Donc, peut être un migrant légal ou illégal. Et il y avait un camp en Slovénie qui était le camp de Dobova, la frontière avec la Croatie. Et toutes les personnes qui rentraient en tant que réfugiés ou migrants depuis la Croatie venaient en train. Elles étaient en train depuis la Slovénie, depuis la Serbie. Les politiques de traversée des États ont été très différentes. En Serbie, les gens traversaient comme ils voulaient. En Croatie, ils étaient en train, et en Slovénie, on les mettait dans des bus. Alors là, vous voyez, j'ai été un jour dans ce camp de Dobova, je vous ai envoyé un autre lien. J'y suis allé en décembre 2015. C'était un camp juste de transit. Il y avait 3 étapes. On amenait dans des grands bus, ceux que j'ai connus dans les années 90 à Ljubljana, un grand bus à accordéon, un peu comme à Cuba, les réfugiés, les migrants depuis la gare de Dobova, à peu près 1 kilomètre, on ne les laissait pas les faire à pied. De là, ils prenaient un peu à manger, et puis surtout, il fallait qu'ils se reposent, mais la grande majorité d'entre eux voulaient s'enregistrer dans l'espace Schengen pour pouvoir ensuite aller en Autriche ou en Allemagne. Et leur passage durait que 2 ou 3 heures. Il ne durait pas véritablement davantage parce que ils étaient… beaucoup pensaient d'ailleurs que c'était une blague. On leur avait pas dit qu'il y avait un pays entre les deux. Et donc, ces réfugiés et ces migrants n'ont jamais été livrés à eux-mêmes entre la Slovénie et en Slovénie, et donc il y a eu quand même malgré tout l'activation d'un discours qui était assez excessif par rapport aux réfugiés, aux migrants. Là, je change un peu de zone, mais je vous ai parlé tout à l'heure de Tito. Si vous êtes allé dans la région de Trieste, qui est un territoire revendiqué par les Slovènes, enfin qu'ils l'étaient, maintenant ils ont fait un peu leur deuil. Mais vous savez qu'à Trieste, il y a un écrivain très connu qui s'appelle Boris Pahor, P-A-H-O-R, qui est né en 1913 et qui vit toujours, donc il a 108 ans. Il parle 7 langues étrangères et il a publié de nombreux ouvrages qui racontent notamment qu'est-ce que c'est qu'être slovène à Trieste, puisque lui est né dans l'Empire austro-hongrois en 1913. Il a connu la période fasciste en Italie, il a connu la Seconde Guerre mondiale et la déportation aussi dans les camps de concentration. Quand il en est revenu, il a connu la Yougoslavie, puis maintenant la Slovénie indépendante, tout en vivant dans cette ville de Trieste qui est très majoritairement peuplée d'Italiens en ville, mais dans les faubourgs, surélevés. Trieste est un site absolument remarquable, et majoritairement peuplé de Slaves, que ce soit des Slovènes ou des Croates qui ne sont pas très loin derrière. Et là, sur le lien que je vous ai envoyé, vous voyez qu'il y a toujours incrusté dans la montagne, à proximité de la frontière slovène, le Tito, qui est écrit en gros, parce que les Slovènes, les Yougoslaves n'ont jamais accepté le fait que Trieste revienne à l'Italie. Ils l'ont occupé militairement en mai 1945, mais les États-Unis ont exigé que la Slovénie, enfin la Yougoslavie, restitue Trieste. Et Tito n'a pas été soutenu par Staline à ce moment-là. Ça a expliqué en partie leur rupture à partir de 1948, et ça a expliqué après pourquoi la Yougoslavie a eu un parcours communiste un petit peu différent des autres. Et là, je vais vous montrer un autre lien d'un village qui est absolument remarquable. Alors, si toutefois je le retrouve, parce qu'apparemment j'ai fait une bêtise. Non, je l'ai dû l'effacer. Tant pis. Bon. C'était une vue de Trieste depuis le village de Saucerbe, qui se trouve à proximité du territoire sur les hauteurs de Trieste, qui est un territoire absolument remarquable. C'est très bizarre d'ailleurs de voir cette ville qui est en Slovénie, mais en même temps où on a une vue de Trieste comme si on était véritablement en Italie. Bon, je pourrais encore vous dire beaucoup de choses sur la Slovénie. Je vais prendre vos questions si vous en avez. Je vous envoie le lien du blog, parce que
moi, ce que je fais en temps normal, en ce moment, c'est un peu compliqué, je traverse les frontières dans le monde entier. Donc, j'ai un blog depuis 8 ans, vous avez pour 8 ans de lecture. C'est le lien beyondborderlines.wordpress.com. Je vous donne, si vous voulez regarder, il y en a pour 8 années, donc, de photos de frontières. Il y a la Slovénie, il y a les Balkans, mais il y en a beaucoup ailleurs. Et vous pouvez aussi devenir un follower en appuyant sur le plus en bas à droite, c'est-à-dire de recevoir automatiquement les prochains posts dans votre mail. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques ou des critiques. Ce n'est pas facile de parler à un écran sans vis-à-vis. Alors moi, je vais me faire le relais de questions que nous avons reçues. Oui. Une de nos participantes, Véronique Level, qui a trait à la présidence slovène et qui voudrait connaître les grandes réalisations ou les grands objectifs de cette présidence. Parce qu'il est vrai que les médias, en tout cas en France, on peut parler de cette présidence slovène, mais on ne sait pas très bien si on n'est pas un peu initié des questions européennes, quel rôle la Slovénie entend jouer pendant sa présidence et quels sont les objectifs qu'elle s'est donnés. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la présidence européenne, c'est tout à fait symbolique. Ce n'est pas la gouvernance européenne. Il y a d'autres institutions en Europe qui permettent de gouverner l'Union européenne. Il y a la Commission européenne, il y a le Parlement européen, il y a les réunions 2 fois par an des chefs d'État à Bruxelles, et que c'est avant tout symbolique. Il ne faut pas donner à la présidence européenne une intention qu'elle n'a pas. En 2008, l'un des enjeux, c'était de se faire le relais entre les Balkans et l'Union européenne, et c'est à ce moment-là qu'avait été proclamée l'indépendance du Kosovo. On a du mal à croire que c'est juste la Slovénie qui a joué un rôle particulier. Là encore, il y a une forme de symbolique. Il ne faut pas oublier que la Slovénie, c'est 2 millions d'habitants sur 500 millions au sein de l'Union européenne, et qu'elle serait tout à fait, disons, ce serait assez exagéré de penser qu'elle peut jouer un rôle majeur. Alors après, elle peut jouer un rôle d'expertise, et là, par exemple, sur cette présidence européenne, elle peut jouer un rôle dans le cadre de l'élargissement d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, mais l'élargissement, il est doublement bloqué. Il est bloqué d'abord parce que les pays candidats, comme la Serbie, comme la Bosnie-Herzégovine, comme le Kosovo, ne donnent pas tous les gages de stabilité. Il y en a peut-être d'autres comme l'Albanie, la Macédoine du Nord qui s'avancent un petit peu, mais il n'y a pas non plus une volonté très nette de la part des pays déjà membres d'accepter de nouveaux pays en ce moment. Donc, derrière, il y a la présidence française, et l'impression qui est donnée, c'est quand même que l'idée, c'est d'attendre la présidence française pour redonner une forme de direction à l'Union européenne. Le gouvernement qui est en place en Slovénie actuellement ne va pas dans le même sens que la construction européenne actuelle, donc il est difficile d'envisager des projets communs. Ben, tenez, pour faire le lien, vous avez par le chat une question sur la position du gouvernement slovène en matière de défense européenne et de relations avec l'OTAN. Est-ce que le gouvernement slovène a des positions exprimées là-dessus? Ça dépend de qui est au pouvoir aux États-Unis. Oui. Si ça avait été Donald Trump qui avait été réélu, il y aurait des accointances certaines avec ce gouvernement, dans la mesure où l'actuel Premier ministre slovène a reconnu la victoire avortée de Donald Trump. Les relations se sont un peu rafraîchies avec le nouveau président américain. Mais là encore, la Slovénie ne joue pas un grand rôle dans la politique étrangère en Europe. Et le gouvernement slovène représente à peu près 20 à 25% des voix en Slovénie. Il y a une grande majorité des Slovènes qui se sentent attachés à la construction européenne actuelle, avec des réserves, puisque par exemple, jusqu'il y a une dizaine d'années, il n'y a pas de parti politique hostile
à l'Union européenne. Maintenant, en Slovénie, il y en a qui discutent davantage sur les politiques européennes, notamment à extrême gauche. Je crois que la position de défiance qui est parfois manifestée par le gouvernement actuel en Slovénie relève plus d'une volonté de justifier un maintien au pouvoir que d'une réelle idéologie plus marquée. La Slovénie n'est pas un pays d'Europe de l'Est qui est fermé sur lui-même. C'est un pays qui est ouvert sur l'Union européenne, qui est ouvert sur l'Europe, qui, avant même son indépendance, a voulu opter pour des réformes libérales, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Et je crois que les Slovènes, dans leur grande majorité, sont profondément attachés à cet ancrage européen. Après, il y a des gouvernements qui passent, qui dépassent. Il faut rappeler que ce gouvernement a aussi une coalition très fragile, qu'il y a des élections l'année prochaine, et qu'il suffirait qu'il y ait un autre gouvernement, et tout ce que je vous dis là serait considérablement nuancé. Tout à fait. Merci pour ces réponses qui répondent d'ailleurs en partie à d'autres questions posées par Véronique Level. Mais il y en a une à laquelle je peux, moi, répondre, c'est si les dossiers d'une présidence ne sont pas finalisés, est-ce que l'État membre qui assure la présidence suivante s'en saisit? Alors, dans le principe, il y a des contacts entre les gouvernements et notamment les ministres en charge des différents sujets des deux pays qui assument successivement une présidence, dans le but effectivement d'assurer une certaine continuité. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il en sera entre la Slovénie et la France, mais je peux par exemple citer le cas de l'Europe sociale qui a été un des objectifs de la présidence portugaise avec un sommet à Porto. Et les objectifs d'ores et déjà avancés pour la future présidence française mettent, entre autres, parmi d'autres sujets, mais l'Europe sociale et les progrès vers un SMIC européen. Alors attention, quand on parle de SMIC européen, il ne s'agit pas d'imaginer, vous avez vu les écarts avec l'exemple de la Serbie que vous avez cité tout à l'heure. Ce n'est pas un SMIC uniforme pour tout le monde, mais c'est faire en sorte qu'il y ait un salaire minimum dans tous les États membres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà l'exemple d'une certaine continuité entre deux présidences. C'est celle du Portugal qui a précédé la Slovénie et celle de la France à venir. Mais il est clair aussi que, suivant que c'est un grand État membre, comme la France ou comme l'Allemagne précédemment, qui assure cette présidence, l'impact sur la présidence, vous l'avez signalé s'agissant de la Slovénie, est bien sûr pas du tout le même. Et s'agissant de la Slovénie, vous l'avez aussi souligné, la position personnelle du chef du gouvernement, évidemment, ne facilite pas vraiment les choses. Et est-ce que, dans un contexte que vous avez décrit comme plutôt pro-européen de la population, à l'occasion de cette présidence, ça a pu contribuer à renforcer ou à maintenir le caractère pro-européen d'une majorité de la population, ou est-ce que les gens ont d'autres préoccupations que celles de la présidence assumée par leur pays? Alors moi, je vais vous dire, j'ai passé les 2 mois cet été en Slovénie. Je n'ai pas vu une référence à la présidence slovène de l'Union européenne, ni à Ljubljana, ni dans le reste du pays. C'est comme s'il y avait évidemment les drapeaux des 27 pays européens devant le Parlement slovène, mais si on ne savait pas, on pourrait penser qu'ils sont toujours là en permanence. Il y a une forme je ne sais pas si c'est du désintérêt, mais en tout cas, ça n'a pas été véritablement mis en valeur par les autorités slovènes. Ouais. Ce qui est un peu bizarre pour un pays qui a fait tant d'efforts pour vouloir intégrer l'Union européenne et à se considérer finalement d'égal à égal par rapport à ses anciens voisins
qui les a colonisés, enfin qui les a occupés jusque finalement une période très tardive. Alors la Slovénie a-t-elle largement bénéficié des fonds européens comme c'est le cas en Pologne? Oui, alors si ce n'est qu'on n'est pas sur les mêmes échelles, parce que la Pologne c'est 40 millions d'habitants et la Slovénie c'est 2. Bon, d'autre part, la Slovénie était quand même bien plus développée en 1991 que la Pologne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la carte, par exemple, routière de la Pologne en 1990, je ne crois pas qu'il y avait d'autoroute. La Slovénie en avait déjà un peu, alors pas tout son réseau, mais elle en avait déjà un peu. Et franchement, même dans les années 90, lorsqu'on passait de Slovénie en Italie, on n'avait pas le sentiment de passer de faire le grand saut. Peut-être que certains d'entre vous avaient eu l'occasion de traverser des frontières entre l'Europe de l'Ouest et l'ancienne Europe de l'Est. On avait vraiment l'impression de passer dans un autre monde, hein, où tout était déglingué d'un côté et tout semblait très moderne de l'autre. Il y a eu évidemment des financements européens sur un certain nombre d'infrastructures. C'est vrai que les autoroutes ont été en partie financées par des fonds européens, mais on parle de petites distances. Mais la Slovénie avait déjà une économie qui était assez tertiarisée et ce n'est pas le pays d'Europe qui a bénéficié le plus de fonds européens. Et il y a une industrie automobile assez importante en Slovénie, puisque des grands constructeurs européens ont des usines d'assemblage en Slovénie. Et je confirme votre propos pour avoir traversé brièvement la Slovénie en 2003 pour me rendre en Croatie. Je n'ai pas effectivement senti de différence considérable en passant de l'Italie à la Slovénie. On avait un peu l'impression d'être effectivement dans un pays alpin. D'abord, c'est ça qui frappe. Et puis, ça ressemblait à l'Autriche ou à la Suisse. C'était un pays propre. Les gens avaient l'air assez paisibles. Donc, il n'y avait pas du tout de contraste. En revanche, je suis passé de Croatie au Monténégro. Là, il y avait un sacré contraste. Déjà au Monténégro, il y a un contraste entre le littoral et l'intérieur. Et puis, bon, le Monténégro, c'est un pays d'abord qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui est assez isolé du reste de l'ex-Yougoslavie. En termes de moyens de transport, c'est difficile d'atteindre le Monténégro à moins de prendre l'avion. Donc, c'est vrai. la Slovénie, c'est un pays qui, géographiquement, est très facile d'accès puisqu'il est relié au réseau des grands axes routiers au moins, parce que ferroviaire, c'est autre chose, mais routier européen. Je vous mets dans le lien, suite à la publication du livre que j'ai donné, j'ai un certain nombre d'interviews. Si ça vous intéresse, vous pouvez les écouter, elles ne durent pas très longtemps et elles permettent vous pouvez les noter, vous allez après sur le blog pour les retrouver, mais je vous les mets pour, si vous avez, parce que je n'ai pas forcément abordé non plus tous les liens. Alors là, je vous en mets un qui dure un peu plus longtemps, c'est sur un podcast. C'est l'histoire d'un match de foot à Maribor. Alors vous me direz quel lien ça peut avoir avec l'Union européenne. Ça dure une demi-heure, hein, il faut que vous preniez votre temps. Mais c'est une histoire assez intéressante qui m'est arrivée et vous pourrez l'écouter. C'est très divertissant, je vous préviens, et ça va vous faire rire sans doute. Mais c'est un grand rapport avec ce qu'on vient de dire sur la Slovénie, sur au fond de matchs de football. Et parce qu'au moment, vous savez, au moment de la présidence le 1er juillet, j'ai été dans plusieurs médias, notamment sur RFI, sur France Inter. Donc, je vous mets les liens. Si vous voulez, ça ne dure pas très longtemps. Mais on parle pas mal justement de la configuration politique slovène, qui n'a pas beaucoup bougé d'ailleurs. Là, il y a un reportage de France 24 qui dure quelques minutes. Donc, c'est un reportage, hein, ce n'est pas juste une interview, mais ça dure quelques minutes. Ça met des images par rapport à tout ce qu'on a vu. Et puis là, je vous mets celle de France Inter. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission qui passe le soir, à cette heure-ci d'ailleurs, Un jour dans le monde. Ça dure à peu près une dizaine de minutes.
Et ça vient un peu compléter ce que je viens de vous dire très rapidement. L'idéal, c'est d'y aller en Slovénie. C'est pas... Puis je vais quand même vous envoyer le lien du livre que je publie, parce que si je ne fais pas de la publicité pour mon livre, je ne sais pas qui va en faire. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez l'acheter sur Internet facilement, soit sur le site de l'éditeur, soit sur d'autres sites. Voilà, je vous mets le lien. Et puis, de toute façon, tout ce que je viens de vous envoyer, c'est sur le blog que je vous ai envoyé tout à l'heure. Donc, là, vous en avez pour 8 ans. Et c'est un peu plus qu'1 heure. Alors, il y a Pierre-Louis qui est revenu sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure quant à la position de la Slovénie sur l'élargissement à ses ex-partenaires yougoslaves. Est-ce que la Slovénie, que ce soit lors de la présidence précédente ou lors de celle-ci, a pris des initiatives ou s'est montré plutôt favorable, ou pas d'ailleurs, à l'élargissement? Et est-ce qu'il y a des pays parmi les candidats qui ont plus la faveur de la Slovénie pour intégrer l'Union européenne que d'autres? Alors, vous savez, il y a quelque chose qui est assez intéressant, mais qu'on comprend aussi de notre point de vue, c'est qu'on s'imagine toujours la Slovénie comme une ancienne république yougoslave, ce qu'elle est. Mais entre-temps, il y a 30 ans qui se sont passés, Oui. et les Slovènes, ils ne se voient pas du tout comme une ancienne république yougoslave. C'est-à-dire, eux, ils sont européens, ils sont résolument tournés vers l'Europe de l'Ouest, et ce qui se passe dans l'ancienne Yougoslavie, à part aller pour une part d'entre eux dans leur résidence secondaire en Croatie, il y a quand même 100 000 Slovènes qui ont une maison en Croatie, et 1 million des 2 millions de Slovènes qui va chaque année l'été en Croatie. Pour le reste, l'ex-Yougoslavie, ça ne les intéresse pas. Et nous, on a cette perception justement dans un territoire yougoslave, mais les Slovènes ne se représentent pas du tout par rapport à leur passé yougoslave. Un jour, et ça fait déjà il y a 15 ans, j'avais fait un rapide sondage quand j'enseignais à l'université à Ljubljana, dans une classe en première, en deuxième année à l'université, à la faculté des sciences sociales. J'avais 51 étudiants et il y avait une majorité d'entre eux qui ne savaient pas qui étaient les Karađorđević, qui était la principale dynastie serbe, qui ne savaient pas placer Belgrade, qui ne connaissaient pas la capitale du Monténégro. Vous voyez, des choses qui étaient apprises du temps de la Yougoslavie, mais qui ne sont plus aujourd'hui apprises dans les programmes. Aujourd'hui, on voit Tito comme une forme de figure romantique. Il y a une espèce d'ailleurs de Tito-nostalgie qui émerge parce que ça fait référence au passé, à la grandeur de la Yougoslavie. On en oublie presque les aspects négatifs, quand même, que c'était une dictature, qu'il y avait des camps de travail à Oliotok, que c'était cette île croate sur laquelle on ne pouvait pas aller. Et donc, la perception qu'ont les Slovènes de l'élargissement du reste de l'Union européenne, c'est soit pour les personnes issues des autres républiques yougoslaves, quelque chose qui les concerne au premier plan, mais ça représente peut-être 20% de la population, soit pour les autres, le même type de débat qu'on peut avoir en France, c'est-à-dire de regarder ça avec une certaine distance. Les Slovènes sont dans l'Union européenne, sont dans l'espace Schengen, sont dans la zone euro, comme la France, comme l'Allemagne, comme les grands pays d'Europe, et ils considèrent que ce qui se passe dans le reste des Balkans, c'est plus leur problème. Alors après, évidemment, les gouvernements, ils jouent sur ce rôle d'interface entre l'ex-Yougoslavie et le reste de l'Europe, tout en sachant qu'ils ont un pouvoir qui n'existe pas. Ils peuvent toujours faire valoir une expertise qui est légitime. Il y a des réseaux, effectivement. Tout à l'heure, vous avez mentionné la production de voitures. Effectivement, une usine, des Renault qui sont faites depuis fort longtemps à Novo Mesto, puis il y a Peugeot et Citroën qui sont implantés aussi. Mais on fait maintenant travailler des populations issues des autres ex-républiques yougoslaves parce qu'on les paye moins cher. On les fait même venir de Croatie pour travailler à Novo Mesto, c'est pas très loin. Et ce sont même de plus en plus des Bosniaques qui travaillent. Voilà. Mais vous qui êtes géographe,
peut-être peut-on remarquer que la Slovénie étant l'État des Balkans le plus proche de l'Europe occidentale, peut-être ceci explique aussi cela. Et les Balkans du Sud, c'est loin pour eux, indépendamment du fait qu'ils s'y intéressent modérément. Oui, oui, la géographie joue son rôle. C'est certain que la distance, c'est certain que ça a un grand impact. La distance, les Slovènes, même du temps de la Yougoslavie, regardaient beaucoup par l'Italie et l'Autriche. Ils achetaient, moi j'ai entendu, j'ai pas connu la Slovénie yougoslave, mais j'entends souvent ce genre de récit du temps de la Yougoslavie. On allait acheter en Italie, en Autriche, qu'on ne trouvait pas en Yougoslavie. Ouais. Parce que Ljubljana n'est qu'à 1 heure de l'Italie et à peine plus d'une de l'Autriche. Donc, la proximité, évidemment, de la Slovénie rend le rapport au territoire différent de si on vit à Belgrade et même à Zagreb. Ça, c'est sûr. Très bien. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Merci pour nous avoir fait découvrir. Alors, merci. Oui, voilà. Merci pour nous avoir fait découvrir ce pays méconnu pour beaucoup d'entre nous. Et qui gagne à être connu. D'abord, je trouve que c'est un pays magnifique. On a plaisir à y aller faire du tourisme et j'ai trouvé que les gens étaient plutôt accueillants. Puis on n'est pas trop dépaysés en fait. Et bon, il y a des réalités historiques qui, bien entendu, vous nous avez fait toucher du doigt, qui expliquent toujours ce qui se passe dans un État membre. Et puis, effectivement, il y a ce dirigeant qui dure, hein, qui a la capacité à durer, même si sa position politique reste extrêmement précaire, mais c'est probablement celui qui, depuis l'indépendance, a réussi à être au pouvoir le plus longtemps. Alors, ça, non, justement, ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas? Non, Janša au pouvoir, si on cumule 6 ans au cours des 30 dernières années. Ah oui, c'est pas tant que ça, non. Non, c'est pas tant que ça, mais c'est régulier. Et puis, quand il n'est pas au pouvoir, il est une figure de l'opposition qui est marquante. Même s'il a fait un passage en prison en 2014 pour des affaires de corruption, vous voyez, mais enfin, ça, il y a des pays où il y en a qui ne vont pas. Bon, en Slovénie, des fois, on va en prison. Bon, ça dépend aussi des législations. Mais ce que je voulais vous dire avant de rendre l'antenne, si vous permettez, c'est que les personnes qui auraient d'autres questions peuvent tout à fait m'envoyer un mail. Dans ce que j'ai donné au début sur le chat, je peux vous le réécrire le cas échéant, donc ce n'est pas limité de toute façon. Le mail est inscrit sur le blog également. Et puis les personnes qui veulent que je les intègre dans la mailing list pour participer au festival de géopolitique que je vais organiser à Paris l'année prochaine, ou au Café Géopolitique, on en fait 6-8 par an à peu près qui sont financés par la fac, au laboratoire duquel j'appartiens. Vous êtes aussi les bienvenus, surtout si vous connaissez du monde à Paris. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Eh bien, merci infiniment pour la richesse des informations et puis la possibilité de vous suivre à l'avenir. Je suis persuadé qu'un certain nombre d'entre nous ne manqueront pas de le faire. Donc, bonne soirée à tous et à toutes et merci encore, Monsieur Hassine. Et peut-être à bientôt. Merci de m'avoir invité. Bonne soirée. Je vous en prie.